On t'a sûrement dit que pour trouver des clients, il fallait poster sur les réseaux sociaux tous les jours. Mais si tu es freelance et que ton objectif c'est d'avoir 2 à 3 clients par mois récurrents, je vais être très honnête avec toi, créer beaucoup de contenu n'est pas seulement inutile, mais c'est aussi une énorme perte d'énergie que tu peux mettre ailleurs. Le problème des freelances n'est pas d'être visible, mais d'être compréhensible par leurs prospects. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui veulent résoudre leurs problèmes de clarté par une quantité astronomique de contenu, alors que ce n'est absolument pas la bonne solution. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te démarquer sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, sans avoir à créer du contenu. Si tu es habitué de cette chaîne, tu ne m'as encore jamais vu, je suis Alice, Head of Content chez OBM Elite, et je suis spécialisée dans le contenu organique, donc LinkedIn, YouTube et Instagram. Concrètement, je crée des milliers de pièces de contenu par an pour des freelances, des consultants, des coachs ou des dirigeants. Et du coup, je suis aux premières loges pour voir ce qui attire et au contraire, ceux qui ne servent pas à grand chose sur les réseaux sociaux. Et le constat est souvent le même. Les freelances qui vivent le mieux de leur activité, ce ne sont pas forcément ceux qui créent le plus de contenu. Il faut absolument que tu retiennes ça. Par contre, ils ont tous un point commun, ils ont des profils sur les réseaux sociaux qui sont clairs et lisibles pour que la plupart des prospects qui viennent sur leur profil comprennent en quelques secondes ce qu'ils font. Et c'est exactement l'objet de la vidéo aujourd'hui. Je vais te montrer comment refaire ton profil LinkedIn pour attirer des clients sans avoir à créer du contenu tous les jours. Donc là, c'est le moment où tu peux ouvrir ta page et ton profil juste devant toi et on va faire étape par étape, il y en a 9 au total, pour que ton profil LinkedIn soit hyper clean à la fin de cette vidéo. J'en ai rapidement parlé dans l'intro, mais aujourd'hui, ton profil LinkedIn peut remplacer un site internet. Dans 9 cas sur 10, quand un prospect te cherche, il va faire tout le temps la même chose. Il va taper ton nom sur la barre de recherche et va cliquer sur ton profil et parcourir ta page en 20 à 30 secondes. Ça va vite, c'est injuste, mais c'est la réalité. Ton prospect, il n'a pas plusieurs minutes pour parcourir ton profil, il va le scanner en quelques secondes pour répondre à la question « Est-ce que cette personne peut m'accompagner ou non ?» Et donc, à ce titre-là, ton profil, c'est ta vitrine. Et une vitrine, quand on passe devant, on comprend tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va concrètement optimiser 9 points sur ton profil ensemble. Et ces 9 points, tu vas voir, je vais me répéter un peu plus dans la vidéo, mais ces 9 points ont tous un point commun. Ils sont là pour faciliter la lecture de ton prospect et pour l'aider à comprendre exactement ce que tu peux lui proposer. La photo de profil, c'est la première chose qu'on voit sur ton profil et on la voit même quand tu interagis avec la plateforme de manière générale. Elle est très importante parce que très vite, sans s'en rendre compte et c'est inconscient, on se fait une idée de toi rien qu'avec ta photo. Elle ne doit pas être spécialement jolie, elle ne doit pas être spécialement originale, mais elle doit inspirer confiance. On a envie de travailler avec toi quand on voit ta photo. Et surtout, elle doit être cohérente avec ta cible. Moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de photo de profil parfaite, il y a une photo de profil qui correspond à l'écosystème dans lequel tu évolues. Par exemple, si tu travailles avec des financiers, effectivement, peut-être qu'une chemise ou un petit blazer sur ta photo, ça va super bien passer. Par contre, si tu es en com ou que tu as un métier créatif, là, effectivement, tu peux te permettre de mettre un fond de couleur et une photo peut-être un peu plus originale qui montre ta personnalité. En fait, la vraie question, c'est est-ce que ta photo, elle parle au code de ton client? C'est la seule question que tu dois te poser. Évidemment, il y a quand même quelques règles de base et je vais te les énumérer là tout de suite, mais elles paraissent logiques. On doit bien voir ton visage, donc l'idéal, c'est un portrait un peu comme une photo d'identité où on voit un peu ton buste, tes épaules et ta tête, évidemment. La qualité est quand même aussi très importante, donc pas de photos floues, pas de photos pixelisées, parce qu'évidemment, ça va donner tout de suite l'image d'un profil qui est un peu vieux, qui est un peu daté, alors que ça se trouve, il est à jour, mais si ta photo n'est pas très récente, ça va se voir, et du coup, on va avoir l'impression que ton profil est ancien. Et comme je le disais, elle doit donner envie de rentrer en contact avec toi, donc il faut que tu laisses transparaître ta personnalité à l'intérieur de cette photo. Tu le vois, il n'y a pas besoin d'un shooting à 1000 € pour une belle photo de profil. Un téléphone récent fait largement l'affaire. Et si t'es pas super à l'aise ou que tu as l'impression que la photo elle est pas assez bien pour toi, il y a beaucoup d'outils IA maintenant qui peut t'en créer une qui sont super. Franchement, on en voit plein passer sur LinkedIn et elles sont hyper naturelles. Si ça t'intéresse et que tu ne sais pas par quel outil passer, dis-le moi en commentaire, je te répondrai avec plusieurs liens. Parce que j'ai plusieurs outils qui le font et souvent le résultat est nickel. Donc tu l'as compris, l'idée ce n'est pas d'avoir une photo parfaite, mais une photo qui répond au code de ta cible et une photo aussi qui inspire confiance, qui donne envie de travailler avec toi. La bannière, c'est hyper important parce que quand on arrive sur ton profil, c'est la deuxième chose qu'on voit, c'est la partie, tu sais, supérieure, qui est un peu l'équivalent d'une image de couverture et qui va te permettre de mettre
ton branding, mais aussi une promesse. Et le problème, c'est que les freelances utilisent très mal cette bannière, puisque généralement, ils parlent d'eux. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire, puisque quand ton prospect arrive sur ton profil, lui, il a envie de répondre à une seule question: comment cette personne peut m'aider ou m'accompagner pour résoudre mon problème? Et si toi, tu ne fais que parler de toi, évidemment, il va pas répondre tout de suite à sa question. Ta bannière, c'est un outil marketing qui est hyper puissant et il faut absolument que tu t'en serves pour tout de suite répondre à cette question auprès de ton prospect. Elle est là pour valider le fait qu'il est sur le bon profil et qu'il doit rentrer en contact avec toi. Donc, plutôt que de te demander comment je peux me présenter dans cette bannière ou qu'est-ce que je peux mettre pour que la personne comprenne mon métier, etc., tu peux te poser une question hyper simple. À quoi je suis utile et qui j'accompagne? Par exemple, si tu es OBM, écrire juste Online Business Manager, évidemment, ça ne va pas suffire. Ça parle même pas forcément à ton écosystème. Ta bannière, elle doit se décliner en 3 parties. C'est ce que je conseille généralement. Elle doit mentionner qui tu aides, sur quoi tu interviens et éventuellement des résultats que tu aurais pu obtenir. Parce qu'effectivement, plus tu ajoutes des résultats, plus tu ajoutes de la preuve sociale, plus ça va rassurer ton prospect et il va avoir envie de parcourir ton profil un petit peu plus en détail. C'est exactement la même chose pour les boulangeries. Je reviens sur cet exemple, mais c'est très parlant. Quand ils mettent sur leur vitrine maître artisan depuis 1962 ou meilleur ouvrier de France en 2005, évidemment, c'est fait pour te rassurer et pour te convaincre avant même que tu rentres que tu es la bonne personne, que c'est la bonne personne pour aller acheter ton pain. Et là, c'est pareil. Donc, dans l'idéal, il faut que tu promettes quelque chose et qu'ensuite tu apportes la preuve que oui, tu es la bonne personne pour répondre à cette promesse. Un petit exercice très simple, une fois que tu as fini ta bannière, pour la valider, tu peux l'envoyer à plusieurs personnes qui sont dans ta cible et leur poser la question: est-ce que tu comprends ce qui a marqué sur la bannière? Est-ce que ça te semble clair? Est-ce que ça te semble être pour toi? Donc, est-ce que la promesse semble te parler? Si jamais la réponse est non, tu peux aller refaire ta bannière. Si la réponse est oui, tu peux la publier, c'est que c'est ok et que ta cible la comprend et c'est ça le principal. D'ailleurs, quand vous demandez l'avis à d'autres personnes sur vos contenus ou même sur vos profils, etc., il faut faire attention à qui vous demandez. Parce que demander à sa mère, son frère, sa sœur, son conjoint ou autre, s'ils ne sont pas dans votre cible, ça peut vous biaiser dans votre avis et c'est pas forcément la bonne solution. Le but, c'est vraiment de demander à votre cible, c'est elle qui est la meilleure personne pour vous faire un feedback et un feedback qui est réaliste, qui va pouvoir vous aider à avancer. Troisième partie, c'est le titre LinkedIn. Et là, il est aussi important que la bannière et la photo de profil, puisque le titre, il va apparaître évidemment sur votre profil, mais aussi sur les recherches, dans le feed LinkedIn classique. Quand vous allez commenter, etc., on va voir votre photo de profil, votre nom, votre prénom et votre titre. Donc, il faut le choisir stratégiquement. Et pourtant, encore une fois, un peu comme la bannière, il est souvent mal utilisé parce que les freelances, mettent juste le nom de leur métier. Et ça, et normalement, c'est un peu la même rengaine que ce que j'ai dit un peu auparavant, c'est que votre client, lui, il s'en fout de votre métier, que vous vous appeliez Online Business Manager, OBM, bras droit, CEO. Peu importe. Ce qu'il veut, c'est que vous l'aidiez. Et surtout sur des nouveaux métiers comme ça, c'est très rare qu'on vous cherche par votre métier. On va vous chercher par vos compétences ou par ce que vous pouvez apporter aux clients. Donc typiquement, écrire juste Online Business Manager, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça se trouve, ça sera même pas compris par votre cible. L'objectif, c'est de spécifier au maximum ce que vous faites pour que la personne qui arrive, elle ait aucun doute et qu'elle sache exactement votre métier, votre spécialisation et qui vous aidez. Par exemple, si vous travaillez pour des professionnels dans le coaching, vous allez pouvoir mettre Online Business Manager pour les coachs, parce que généralement les coachs en ligne connaissent ce métier puisqu'ils font partie de l'écosystème du business en ligne. En revanche, si vous travaillez pour quelqu'un dans le bâtiment, Online Business Manager, ça va peut-être même lui faire peur. Donc moi, j'aurais tendance à mettre le bras droit des entrepreneurs du bâtiment. Je vous aide à stabiliser votre chiffre d'affaires ou je vous aide à sortir de l'opérationnel en vous dédiant à votre cœur de métier. Et le mot bras droit va avoir beaucoup plus de résonance pour lui puisque c'est quelque chose qu'il connaît. Vous pouvez faire exactement d'ailleurs le même test que pour votre bannière, demander si votre titre parle à votre cible parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. On s'en fiche d'avoir un titre un peu fancy, un peu shiny, etc. C'est pas l'objectif du tout du titre. L'objectif, c'est d'être compris de votre cible et que votre cible, elle se demande pas OBM quoi? Qu'est-ce que c'est comme métier? Non, là, absolument pas. Il faut qu'on prenne un mot qui lui correspond totalement et un mot du coup qu'il va comprendre.
Quatrième point, on va optimiser la partie info. La partie info, c'est la plus dure à compléter parce que c'est une page vide et en fait, on ne sait pas vraiment quoi écrire. Et généralement, ce qu'on fait, et ce que la plupart des freelances font, c'est qu'ils se décrivent eux-mêmes. Sauf qu'en fait, la partie info, c'est pas une biographie. On s'en fiche un peu de votre parcours, que vous ayez fait votre CP jusqu'à votre terminale à tel endroit, qu'après vous avez passé un bac, puis après un autre diplôme en école de commerce ou autre. Ça importe peu votre client. Il faut le voir comme une partie où vous rassurez votre client. Lui, il a déjà vu votre photo de profil, il l'a validé, vous semblez plutôt sympathique. Il a validé votre bannière, ça lui a parlé, et votre titre. Maintenant, il va regarder un peu dans la partie info si vraiment vous avez de l'expertise là-dedans et si vous savez de quoi vous parlez. L'objectif, c'est pas d'écrire un très grand texte, mais de le structurer de cette manière-là. Déjà, tu peux commencer par annoncer à qui tu t'adresses pour repréciser la cible avec qui tu travailles. Ensuite, tu vas pouvoir mettre des mots sur leur problème principal, juste pour leur faire comprendre que, ok, j'ai compris ton problème et je sais exactement de quoi tu as besoin. Tu peux aussi mettre quelques mots sur ce qu'il vit actuellement, qu'est-ce qu'il bloque, pour en fait que la personne, quand elle te lise, se dise, ok, elle a complètement compris mes enjeux, elle sait de quoi elle parle. Ensuite, tu peux expliquer comment tu aides concrètement ces personnes à résoudre ce problème-là. Alors évidemment, pas dans les détails, mais tu peux donner un peu le plan de comment tu travailles. Et surtout, à la fin, tu parles de tes résultats. Ça, c'est très important puisque ça va aussi rassurer le client de « Ok, je sais que c'est pour moi parce qu'elle a clarifié un peu le persona au début de la description, puis ensuite, elle a qualifié et elle a mis le doigt sur mon problème, sa méthode semble claire et elle sait de quoi elle parle, et enfin, elle m'apporte de la preuve qu'elle a déjà fait ça auparavant et j'ai moi aussi envie de travailler avec elle. » Voilà, c'est la structure en 4 étapes et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le lien, le CTA à la fin de cette partie. C'est hyper important. Là, votre prospect, il est quasiment convaincu qu'il a envie de travailler avec vous. Il a déjà lu toute la partie info, il a été rassuré sur le qui, sur le quoi, sur le comment et sur les preuves. Maintenant, ce qu'il veut, c'est ok, concrètement, c'est quoi la prochaine étape et c'est à toi de lui indiquer. Et donc là, je te conseille de mettre directement ton lien Calendly, par exemple, pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec toi. Pour t'illustrer un peu ça, je vais te partager une petite description qu'une OBM, par exemple, pourrait faire pour un coach en ligne. Ça va te permettre d'avoir un peu la structure en tête et de voir comment tu peux rédiger, toi, ta partie info. J'accompagne des coachs business qui se sentent débordés par l'opérationnel et qui ont l'impression de tout gérer seuls. Ils ont des clients, du chiffre, mais une organisation fragile, beaucoup d'urgence et peu de visibilité sur ce qui se passe vraiment dans leur activité. Mon rôle, c'est de remettre de la structure, clarifier les priorités, organiser l'équipe, poser des process simples et aider le dirigeant à reprendre de la bande passante. Concrètement, ça permet de réduire la charge mentale et de faire tourner le business sans que tout repose sur une seule et même personne. C'est avec cette méthode que j'ai accompagné ce coach à développer son activité et à doubler son CA en moins de 2 ans. On a recruté une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui, toute la boîte tourne. Il n'a plus qu'à s'occuper de ses coachings et il ne fait plus du tout d'opérationnel. Si tu veux voir si ça peut fonctionner également dans ton cas, le plus simple, c'est de me contacter et de prendre rendez-vous sur mon Calendly. Et là, tu mets le lien. Ce qu'il faut retenir ici, et c'est ça le plus important, c'est que la partie info, elle ne parle pas réellement de toi, mais elle parle plutôt de ton prospect ou de tes futurs clients. L'objectif de cette partie info, c'est qu'à la fin, le client se dise « Ok, ça répond exactement à mon besoin, je vais prendre rendez-vous avec elle parce que je pense qu'elle peut vraiment m'aider. » La partie sélection, c'est une partie qui est mise en avant quand même sur ton profil LinkedIn puisqu'elle est assez grande. Et en fait, ça va te permettre d'épingler des éléments que tu as envie que ton prospect voit. Il y a plusieurs types de choses que tu peux épingler, notamment des posts qui ont bien marché généralement. Donc pour certains créateurs, ils vont les mettre en avant. Et tu peux également épingler des liens pour renvoyer en fait et faire des gros call to action sur ton profil. Et là, c'est le moment où tu peux un peu orienter le parcours de ton prospect. En fait, tu vas pouvoir lui dire, écoute, si tu veux, alors c'est un exemple, mais si tu veux rejoindre ma newsletter, tu peux cliquer ici. Si tu veux aller voir ma chaîne YouTube, tu peux cliquer là. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu peux cliquer ici. Là, typiquement, nous, dans le cas d'un freelance, tu ne vas pas le renvoyer vers d'autres plateformes, tu vas le renvoyer vers ton Calendly, généralement. Donc, le premier lien que je te propose de mettre, c'est le lien de ton Calendly en disant, est-ce qu'on avance ensemble ou prenons rendez-vous ou je t'offre un audit gratuit pour qu'on puisse échanger sur ta situation. Bref, il faut que la personne puisse prendre rendez-vous très simplement et donc là, ça va faire l'objet d'un énorme encart sur ton profil. C'est hyper important que tu puisses le mettre en premier lien. Sur le deuxième lien que tu peux épingler, moi je conseille souvent de faire un use case. Pour les freelances, c'est hyper utile parce que ça permet quand même de rassurer le client et de mettre du contexte en fait sur ton accompagnement.
Un use case, typiquement, c'est voilà ce que j'ai fait pour ce client-là, voilà comment on l'a fait, voilà la situation de départ, voilà comment on a fait et voilà le résultat. C'est ce qui va permettre à ton prospect de se projeter un peu et de se dire « Ok, ça me rassure, c'est un vrai client, etc. Ça me parle. » Donc ça peut être fait sous forme de vidéo, ça peut être fait sous forme de portfolio si vous êtes un profil créatif, ça peut aussi être une page un peu qui retrace, une page Notion par exemple, qui retrace un peu un use case. L'objectif, c'est d'avoir un peu une histoire en fait à montrer qui relate en fait l'accompagnement que vous avez eu avec un autre client. Ça, c'est les deux priorités pour moi. Donc, un lien vers le Calendly, un lien vers un use case. Et après, si vous avez autre chose, une ressource, quelque chose que vous voulez partager, une interview que vous avez faite, enfin bref, peu importe la source ou même un post dont vous avez été fier, vous pouvez l'épingler ici aussi. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup de choses épinglées. 3 choses grand maximum. L'objectif, c'est pas de perdre votre prospect, mais c'est qu'il sache exactement quoi faire. Et à ce stade-là, il a soit besoin de prendre rendez-vous avec vous, soit besoin d'être encore un peu rassuré, et c'est la fonction du use case. D'ailleurs, petit aparté sur ça, vous allez pouvoir ajouter des images. En fait, ça va ressembler à 2 gros boutons cliquables. Je pense que je vais vous mettre une photo là. Et donc le but, c'est de soigner quand même ces images-là, parce que ça va aussi prouver un peu la qualité de votre profil et indirectement la qualité de votre prestation. Alors je sais que ça n'a rien à voir, hein. On peut avoir des photos très quali et l'accompagnement est 0 derrière. En fait, ça contribue à votre image de marque. On l'a dit tout à l'heure, votre profil peut remplacer votre site internet, mais du coup, il faut quand même le soigner et donc passer du temps là-dessus. Donc voilà, soignez quand même un peu vos petites photos qui vont accompagner en fait ces boutons-là pour que ce soit joli et que ça donne envie. C'est pas super important. Contrairement à toutes les autres parties qu'on a évoquées avant, c'est pas les parties qui sont les plus consultées par vos prospects. Les parties expérience, ça va plutôt être consulté par des recruteurs sur LinkedIn quand vous postulez un CDI, mais dans l'entrepreneuriat, voilà. Quelqu'un va potentiellement par contre les parcourir, donc le but c'est qu'elles soient quand même à jour, que vous puissiez mettre votre activité principale en dernier et qu'on relate un peu votre parcours. Mais si vous avez un trou de 1 an, pas de panique, personne va s'en apercevoir et c'est pas grave. Par contre, ce qui est super important, c'est que le nom du coup de votre poste est important, que vous soyez freelance ou même en CDI ou en CDD avant. Le nom du poste, l'entreprise, donc que ça ce soit bien lisible pour quelqu'un qui va visiter votre profil, et surtout de mettre un peu une description. Donc moi généralement, vous pouvez mettre une mini description, donc quelques lignes sur concrètement qu'est-ce que fait la boîte, sauf si elle est ultra connue et dans ce cas-là pas besoin de la présenter. Et après surtout, quelles ont été votre mission ou vos missions. L'objectif, c'est pas de faire des bullet points hyper détaillés de toutes les tâches que vous aviez à faire, pas du tout, mais plutôt dans quel contexte vous avez évolué, quels résultats potentiellement vous avez obtenus, et puis les grandes responsabilités que vous aviez. Partie 7, on va parler des recommandations. Donc les recommandations, c'est important, mais elles sont tout en bas du profil, donc c'est pareil, elles sont pas méga visibles, mais quelqu'un qui va chercher à être rassuré, il va peut-être aller les regarder. Donc ça vaut le coup de les soigner et d'en avoir quelques-unes. Les recommandations, en fait, c'est quelqu'un de la plateforme, donc de LinkedIn, qui vous met un espèce d'avis sur comment il a travaillé avec vous, etc. Et concrètement, qui atteste que vous travaillez bien. Parce que généralement, c'est des recommandations positives, évidemment. Ce que vous pouvez faire, c'est vous n'êtes pas obligé d'aller en chercher un maximum. Vous pouvez en chercher 3-4, c'est déjà pas mal. Donc là, moi, ce que je fais généralement, c'est que vous pouvez demander, vous pouvez cliquer sur la partie recommandations et demander une recommandation à quelqu'un. Vous choisissez des personnes avec qui vous avez travaillé, que ce soit des anciens clients freelance ou même des personnes qui ont travaillé avec vous dans vos expériences en CDI, en contrat. Et là, vous pouvez demander une petite recommandation. Et donc là, moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'écris un message un peu sympa pour donner à la personne envie de me recommander et aussi de lui indiquer exactement ce que j'attends pour que ce soit le plus simple pour elle. Donc souvent, je demande, ok, concrètement, est-ce que tu peux rappeler dans quel contexte on a travaillé ensemble, sur quel projet plus particulièrement on a mené en fait quelque chose à bien et les résultats qu'on a obtenus ensemble et pourquoi on peut me faire confiance pour travailler avec moi. En gros, c'est un peu ça. Vous faites un message un peu sympa, vous lui indiquez un peu les étapes que vous voulez retrouver dans votre recommandation, parce qu'effectivement, si c'est juste marqué « super collègue, on a bien rigolé, très sympathique », ça va pas être suffisant évidemment, il faut un truc un peu plus structuré. Et donc l'idéal, c'est qu'on ait le contexte et que quand la personne en fait lise la recommandation, elle puisse aussi se projeter et comprendre en fait ce que vous avez fait auparavant. Partie 8, on va voir plein de petits détails techniques qui peuvent optimiser un peu votre profil. Évidemment, c'est pas ça qui va révolutionner la portée de votre profil,
Mais, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et tant qu'on est à optimiser votre profil, autant le faire jusqu'au bout. Première chose, les compétences. Sur LinkedIn, vous savez, on peut ajouter des compétences pour mentionner en fait ce qu'on sait faire. Le problème, c'est qu'on peut en ajouter énormément. Il me semble qu'on peut en ajouter jusqu'à 50. Et du coup, comme on peut en ajouter plein, on est tenté d'en ajouter beaucoup. Et c'est une grosse erreur parce que quand quelqu'un va arriver sur votre profil et qu'il va voir 50 compétences, donc PowerPoint, Google Sheet, organisation, communication, recrutement et que sais-je, on va pas se dire « Waouh, cette personne est incroyable, elle a toutes ces compétences », on va plutôt se dire « Oula, ok, donc elle n'est pas vraiment spécialisée dans quelque chose, c'est un peu bizarre, ça me donne pas énormément confiance ». Donc l'objectif, c'est d'en choisir plutôt 5 que vous maîtrisez bien et qui ont un rapport évidemment avec votre métier. Si vous êtes OBM, je vous conseille de mettre organisation, délégation, management, pourquoi pas, structuration. Si vous avez une spécialité en communication, vous pouvez mettre le mot communication. Si vous avez une spécialité dans Notion, par exemple, vous pouvez mettre Notion. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'on capte tout de suite un peu concrètement votre accompagnement et c'est quoi les 5-6 compétences clés et vous les mettez et ça suffit largement. La partie formation également est pas très importante à moins que vous ayez un métier très réglementé ou alors que vous avez fait une école très prestigieuse et donc du coup là ça vaut le coup. Mais sinon, vous pouvez mettre juste vos dernières études, etc. Pas la peine de rentrer dans le détail, mais vous pouvez également les mentionner. C'est exactement la même chose pour les licences et les certifications. C'est une catégorie qui est aussi à part sur LinkedIn. Ça, si vous avez une certification ou quelque chose qui est très important dans votre domaine, ça vaut peut-être le coup de le mentionner. En revanche, si c'est anecdotique, je vous conseille de rien mettre, ça sert à rien, ça embrouille tout le monde et c'est pas très important. Ensuite, on va parler de votre lien LinkedIn. Alors le lien LinkedIn, c'est pareil, c'est un petit détail, mais ça fait quand même son effet. En fait, le lien LinkedIn, quand le lien de votre profil, quand vous le partagez à quelqu'un, vous avez souvent donc linkedin.com / votre nom, votre prénom / des numéros. C'est le lien par défaut en fait que LinkedIn vous attribue et en fait vous pouvez le changer dans les paramètres et vous pouvez mettre un mot-clé à la place des numéros. Moi je vous conseille vraiment de le faire. C'est un détail mais en fait ça fait souvent professionnel déjà quand vous donnez votre lien LinkedIn et qu'on voit par exemple Alice Zenelli communication ou Alice Zenelli communication et marketing ou Alice Zenelli OBM. Tout de suite la personne elle va se dire ah ouais ok elle a fait attention à ce détail, vous voyez ça peut faire un peu la différence. Évidemment, ça ne va pas être game changer, mais ça prouve que vous avez quand même passé du temps à le faire. Deuxièmement, c'est important parce que ça va vous permettre de mieux vous référencer. En fait, LinkedIn, il est super bien référencé sur Google. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est référencer un peu les profils. Ce qu'il fait, c'est que il scanne évidemment votre contenu, mais il tient compte aussi de votre URL. Et si vous tapez par exemple Alice Zenelli dans Google, mon profil LinkedIn va ressortir dans les premiers résultats. Et donc, si vous tapez aussi OBM et votre prénom, il y a de fortes chances que votre profil, si le slug, donc le lien, a été modifié et qu'il y a OBM dedans, et en fait, il y a de fortes chances qu'il ressorte également plus facilement sur Google. Et donc, moi, je vous conseille quand même de l'optimiser et donc de mettre un mot-clé, pareil, qui est utilisé par votre cible, etc., qui sera recherché. Mais si vous êtes bras droit et que vous travaillez dans le bâtiment, donc bras droit dans le bâtiment, ça vaudrait peut-être le coup de mettre Alice Zenelli, bras droit bâtiment, dans votre slug, parce que je pense que ça peut quand même jouer un peu dans votre référencement. Dernier détail qui n'en est pas vraiment un, mais qui est au contraire un élément très important, c'est quelle est la prochaine étape. Votre profil LinkedIn, c'est bien, mais c'est pas forcément là-dessus que vous allez convertir. La personne, elle va peut-être pas vous envoyer un DM. Par contre, il faut qu'elle sache quelle est la prochaine étape pour travailler avec vous. Et donc là, c'est à vous de mettre votre lien Calendly partout. Je dis Calendly, mais ça peut être un autre outil, évidemment. Mettez-le partout, franchement. Il faut que le prospect n'ait pas à chercher. Plus il cherche, plus vous avez des chances qu'il passe à un autre profil et du coup qu'il vous contacte jamais. Donc là, mettez-le dans votre bio, là-haut, vous pouvez mettre un lien normalement. Mettez-le rapidement dans votre partie info, mettez-le dans la partie sélection, on l'a vu, mais mettez-le à plusieurs endroits stratégiques parce que c'est hyper important que la personne, on n'est pas dans un escape game, elle n'a pas à chercher à résoudre une énigme, etc. pour pouvoir vous contacter. Non, il faut que ce soit hyper fluide et que tout au long de votre profil, quand elle va le parcourir, il faut qu'il y ait des CTA comme sur une page de vente où on met en fait évidemment le lien pour rentrer en contact avec vous.
Voilà pour la partie optimisation de votre profil. Normalement, il est plutôt sympa maintenant, il est complet. D'ailleurs, si vous voulez me le partager, franchement, je suis grave chaud. Partagez-le moi en commentaire, j'irai voir votre profil et puis je pourrais vous donner quelques conseils. Une fois que tout ça est fait, vous avez fait l'essentiel, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur votre profil, eh ben, il est censé convertir beaucoup plus facilement puisque vous lui avez facilité la tâche. Maintenant que votre profil est à jour et qu'il est optimisé pour convertir, on va parler d'une stratégie qui est un peu sous-cotée, on en entend quand même un peu parler, qui est une stratégie hyper pertinente sur LinkedIn et je pense qu'en 2026, ça va exploser. C'est la stratégie des commentaires. La stratégie des commentaires, elle te permet d'être visible sans poster aucun contenu. Et c'est une stratégie qui est à prendre au sérieux parce que commenter, c'est pas une sous-stratégie, au contraire, ça peut vraiment être hyper intéressant pour toi. Et ça peut vraiment te rapporter des clients. Parce que c'est une stratégie qui est beaucoup plus intelligente, puisque quand tu n'as pas d'audience, créer une audience de 0 sur LinkedIn, on va pas se mentir, c'est long, ça va te demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent ou de temps. Et en fait, c'est quelque chose que tu n'as pas au début. Et en plus de ça, en tant que freelance, t'as pas besoin de devenir un média, t'as pas besoin d'être ultra visible. Encore une fois, si tu cherches 2 à 3 clients, voilà, t'as pas besoin de poster tous les jours. En revanche, la stratégie des commentaires, c'est une stratégie qui va te prendre beaucoup moins de temps et qui est assez smart parce qu'elle te permet de capitaliser sur l'audience de quelqu'un d'autre. Le principe est simple. Tu peux identifier dans un premier temps 30 à 50 personnes dans ton écosystème. Alors, ça peut être des personnes complètement différentes. Alors, ça peut être des concurrents, des personnes qui font partie de ton écosystème, des personnes qui ont la même cible que toi mais qui apportent un autre service. Donc, typiquement, si je suis OBM, ça peut être quelqu'un qui va parler de marketing, par exemple, mais qui va attirer les coachs comme moi. Ça peut être aussi des créateurs qui sont très connus, où on sait que en fait, notre cible, elle suit ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui sont influentes, qui ont un média sur le sujet, donc du coup, qui sont très suivies par notre cible. Et ça peut être évidemment, et c'est le plus important, notre cible en elle-même. Une fois qu'on a à peu près notre écosystème, alors moi j'ai une petite liste généralement sur Notion, et en fait tous les jours, pendant 10 à 30 minutes, on va aller commenter les posts de ces personnes-là. Et quand je dis commenter, c'est pas juste écrire « super, génial, je suis d'accord » ou mettre un petit emoji. Non, il va falloir aller un peu plus loin. Je dis pas que ces commentaires sont inutiles, hein. Si jamais vous voulez commenter un post d'un copain ou d'une amie, etc., il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que c'est pas ce genre de commentaires-là qui vont vous faire démarquer. La stratégie de commentaire, il y a quand même un petit peu de fond derrière. L'objectif, c'est de montrer en fait que vous avez capté le sujet, d'apporter de la nuance, d'apporter une autre info et de compléter en fait le post du créateur en apportant de la nuance, en apportant parfois une contradiction ou un autre point de vue ou un cas en fait justement où vous illustrez en fait que vous aussi ça vous est arrivé. Ce qu'il faut, c'est soigner le commentaire pour que en fait ce soit pertinent et que les personnes qui lisent le post vont être également intéressées par votre commentaire puisque vous allez apporter au débat. Perso, je suis contre les commentaires négatifs ou les commentaires très clivants. Je pense que ça peut vous desservir surtout au début. Je vous conseille surtout d'apporter de la valeur plutôt que de descendre quelqu'un. Si vous n'êtes pas d'accord avec le post, soit vous apportez votre point de vue de manière très intelligente et assez délicate, mais si jamais c'est juste pour casser et apporter votre science, entre guillemets, en vrai, je vous conseille pas, ça va plutôt desservir et personne n'a envie de travailler avec une personne méga clivante sur le long terme. Donc voilà, c'est pas votre rôle. Donc laissez passer les posts sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et par contre, apportez de la valeur sur les posts où vous êtes d'accord, où vous voulez challenger un peu le créateur. Ça, il n'y a pas de problème, du moment que c'est fait évidemment de manière constructive. Et ce qui est intéressant, c'est que si ton commentaire est pertinent, généralement, ça va entraîner des visites de ton profil. Et comme on vient de l'optimiser pour qu'il convertisse, potentiellement, ça peut te ramener aussi des futurs clients. Donc, c'est une stratégie qui est assez simple à mettre en œuvre, hein. L'objectif, c'est d'identifier donc les bons comptes, de commenter tous les jours si possible. Entre 10 et 30 minutes par jour, ça suffit largement. Et d'écrire des commentaires pertinents. Voilà pour la stratégie des commentaires, et comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas une sous-stratégie, c'est une stratégie qui est réelle et que si tu la prends au sérieux, ça peut potentiellement vraiment te ramener des prospects et des futurs clients. On arrive à la fin de la vidéo et normalement si tu as suivi tous les conseils, ton profil LinkedIn est optimisé et tu as une stratégie à mettre en place dès demain pour être visible auprès de tes prospects. Ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que freelance, tu n'as pas besoin d'une visibilité massive, mais tu as besoin d'être là au bon endroit, au bon moment et surtout d'avoir un profil clair pour faciliter sa lecture pour ton prospect. Et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne OBM Elite. On approche bientôt des 20 000 abonnés, donc ça serait super cool que tu nous aides à atteindre ce palier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'irai faire un tour tous les jours pour vous répondre. Pareil, vous pouvez partager votre profil LinkedIn. Franchement, je prendrai beaucoup de plaisir à aller le voir. Et si le métier d'OBM t'intéresse, on en a parlé plusieurs fois dans la vidéo, une OBM, c'est une personne qui organise, qui structure des business, qui est le bras droit en fait des dirigeants. Si jamais ce métier t'intéresse, ou que tu veux en savoir plus, ou que tu veux te former, Céline a créé une formation de plus de 7 heures avec toutes les bases de ce métier. Tu vas retrouver également un espace Notion avec des templates, énormément de ressources. Bref, c'est une formation hyper complète que tu peux retrouver en description. Je vais te mettre le lien pour que tu puisses y accéder gratuitement. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao!